Oui, on va lancer un petit débat. Tiens, avec vous, Benjamin, bien sûr, notre consultant Sud Radio, et puis avec vous, les auditeurs, 0826 300 300. Et le débat, Alexandre, vous allez le poser, le lancer, parce qu'il concerne le tournoi destination. On l'a déjà un petit peu abordé avec notre auditeur tout à l'heure, Christophe. Mais voilà, ce tournoi destination nous pose question, Alexandre. Oui, on se pose la question. Un tournoi destination, oui, mais à quel prix ? À quel prix ce tournoi des destinations peut-il avoir lieu aussi dans des conditions acceptables ? On rappelle le programme de l'équipe de France. Il faudra aller en Italie pour la première journée, aller ensuite en Irlande avant de recevoir l'Écosse, d'aller en Angleterre et enfin de recevoir le Pays de Galles. Pour l'instant, un seul match est assuré, a priori, par la ministre des Sports. On va l'écouter justement, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports, voilà, auprès de Jean-Michel Blanquer. Écoutez-la, elle revient donc sur ce tournoi des destinations qui reste quand même en sursis. Aujourd'hui, on maintient les premiers matchs, puisque le premier match va se jouer contre l'Italie. En revanche, celui contre l'Irlande, contre l'Angleterre, il faut absolument qu'on obtienne les garanties nécessaires de la part de ces pays pour qu'ils nous montrent qu'effectivement le protocole est aussi exigeant et sérieux que ce que nous avons en France, parce que lorsqu'il y a des rencontres internationales, nous mettons aussi en péril quelque part la santé de nos sportifs dans ces rencontres internationales. Donc il faut qu'on ait les garanties à la hauteur de ce que nous engageons nous comme moyens et ce que les fédérations et les ligues engagent comme moyens pour préserver la santé des sportifs, et il faut que ce soit la même chose dans tous les pays. 0826 300 300, bien sûr, vous pouvez réagir. Votre réaction, Benjamin, voilà, parce que vous connaissez bien la Grande-Bretagne, vous y passez du temps, vous y vivez même, voilà. Est-ce que les tests sont si différents déjà entre la Grande-Bretagne et le continent ? Alors, les tests entre l'Angleterre et la France sont pas différents dans l'absolu. Seulement, il y a une application différente de la règle, et ça a été le gros quiproquo, l'énorme problème, le centre du problème, en Coupe d'Europe notamment, avec l'épisode Bayonne et les Toulonnais au Scarlett et le Stade français à Cardiff, etc. Donc, les clubs français sont plus testés. Les clubs anglais, pour l'instant, en tout cas, demandaient un seul test par semaine, il me semble, alors qu'en France, il y en a un lundi. S'il y a un cas, il faut recommencer le mercredi, etc. Là où, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on mélange deux choses. On mélange une nouvelle variante de ce virus qui, franchement, fait trembler le monde entier, qui a absolument rien à voir avec le sport, qui est simplement une responsabilité de tous de se retrousser les manches en se disant faisons un dernier effort énorme parce qu'il y en a franchement marre de ce truc et on a envie de s'en sortir tous ensemble. Et il y a de se dire il faut que les règles de test soient les mêmes partout. S'il s'agit juste que les 6 nations disent dans ces cas-là on va tester les équipes 3 fois par semaine, on va le faire. C'est pas un souci. Et les 6 nations, à mon avis, ils sont pas plus cons que les autres. Comme a dit le PCR au moment où il y a eu cette grande réunion de crise, quand les clubs français ont menacé de ne plus jouer la Coupe d'Europe, il me semble qu'ils avaient trouvé un accord pour dire qu'il y a une concordance, en tout cas, dans les tests. Donc ça, c'est un autre problème. Le vrai problème... Cet accord n'existe pour l'instant pas dans le tournoi destination, hein. Ouais, d'accord, mais ça, si le PCR a réussi à le mettre en place, les 6 nations, à mon avis, s'ils tiennent vraiment à leur tournoi, ils vont l'appliquer très vite. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que là, on parle de deux choses différentes. La façon de tester, c'est une chose. Et la vérité qu'il y a une nouvelle variante, variante du Covid en Angleterre, et qu'évidemment, que faire voyager 45 mecs dans un sens comme dans l'autre, c'est pas extraordinaire. Ça, c'est un autre souci. Oui, après, on connaît aussi les solutions. On les a vues notamment dans le foot, le Final 8, la Ligue des Champions au Portugal, où les équipes étaient dans des bulles sur un même lieu. C'est possible aussi de le faire. Vincent est avec nous, auditeur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Sud Radio, bonsoir tout le monde. Cet accent me semble un petit peu gersois, Vincent. Eh oui, de l'Ambès amateur, exactement. Vous l'avez reconnu, François. C'est super, merci d'être avec nous en tout cas. Vous en pensez quoi, vous ? Faut-il disputer ce tournoi destination ou, comme le suggérait tout à l'heure notre auditeur Christophe, au contraire, peut-être faire une année blanche ? Dans tous les cas, vous avez compris, c'est clairement assez compliqué. Le tournoi est menacé, comme l'ensemble des compétitions sportives est prévu en 2021. Les principales étant l'Euro de foot et les Jeux d'été, qui déjà ont été reportés, qui doivent avoir lieu en 2020. D'ailleurs, le tournoi des dames et celui des U20 sont déjà reportés par le comité, car les enjeux financiers sont moins importants. Et le PCR, qui n'est pas très performant en test PCR, malgré son nom, a déjà annoncé que les matchs de poule des Coupes d'Europe sont annulés. Donc même si Bernard Laporte et Serge Simon sont plutôt confiants quant au tournoi, c'est vrai qu'ils sont plutôt impuissants, car ça dépend des décisions du gouvernement par rapport à l'évolution de l'état sanitaire des pays, comme vous l'avez indiqué.
avec la propagation malheureusement actuellement des souches anglaises et sud-africaines qui sont bien plus contagieuses. D'ailleurs, cyniquement, c'est un petit clin d'œil à la finale de la Coupe du Monde de 2019, Angleterre-Afrique du Sud. D'autant plus compliqué que le rugby est un sport de contact, donc plus menacé que d'autres sports. Et face à autant d'incertitudes, il faut être clairement hyper souple et hyper agile et prévoir des plans B, B', C, D, et je dirais surtout D', malheureusement. Donc déjà, en effet, comme vous l'avez dit, il est déjà acquis que les matchs vont se dérouler à huis clos. Donc ça veut dire pas de recette de billetterie pour la fédération. Il y avait 2 réceptions cette année, l'Écosse et le Pays de Galles. Donc clairement, pour la Fédé, il faut sauver les droits TV. Et donc peut-être une piste, que je vous énonce, peut-être faire des économies en ne jouant pas au Stade de France, puisque je crois que le Stade de France est à peu près 2,5 millions d'euros de location par match. Mais pourquoi pas jouer ailleurs? Un stade qui est plutôt près de Marcoussis, donc je pensais à Jean-Bouin par exemple. Donc en fait, il y a 3 solutions à mon sens pour que le tournoi puisse se jouer. Donc les 2 premières sont classiques, c'est à minima, comme vous l'avez dit, un protocole sanitaire plus strict et une harmonisation entre les nations participantes pour éviter ce qui s'est passé après le match de Coupe d'Europe Bayonne-Leicester, car du coup même le top 14 serait torpillé, peut-être menacé, mais en effet cela semble compliqué d'aller en Grande-Bretagne à l'heure actuelle. Deuxième solution, vous l'avez aussi évoqué, c'est mettre en place une bulle sanitaire, comme cela s'est fait pour la NBA à Disney World à Orlando ou avec l'UEFA et le Final 8 de la Champions League qui a eu lieu à Lisbonne, dans un pays qui serait non touché gravement par la Covid. Et j'ai une troisième proposition qui peut être éthiquement choquante et qui peut faire exploser le standard à Sud Radio. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça serait de vacciner tous les joueurs et les membres des staffs, donc ce qui est problématique au vu du nombre de doses actuellement, sachant qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si les joueurs vaccinés peuvent transmettre ou pas le virus. Moi, je me pose vraiment la question, à quoi bon maintenir ce tournoi à destination? Ah ben non, mais vous êtes fous, une année sans tournoi. Mais à quoi bon? C'est que le sport a une responsabilité aussi de filer le sourire aux gens quand même. Dans un moment qui est vraiment particulièrement compliqué, on peut pas dire que ça n'a pas filé le sourire aux gens de revoir du rugby international à la télé, à défaut de pouvoir y aller. Ça nous file la becquée à nous aussi. Il faut penser aux consultants un petit peu quand même. Ceux qui sont là pour en parler, raconter des saucisses et donner leur avis un petit peu sur tout. Non, mais là où je suis d'accord avec les 2 derniers auditeurs, et d'ailleurs franchement ça fait plaisir de voir la réponse a été mûrement réfléchie parce qu'il y a beaucoup d'éléments. L'idée, c'est de dire que le tournoi va être tronqué. Là, je suis d'accord. Sans public, avec des préparations sans Coupe d'Europe, dans une année tellement bancale, en ayant joué la Autumn Nations Cup il y a quelques semaines, qui évidemment a un impact sur la forme des équipes. Ce tournoi, il est bancal. Je suis complètement d'accord. L'éthique sportive est un petit peu bafouée. Je suis complètement d'accord. Mais pourquoi jouer ce tournoi? Parce que ça fait ça fait énormément de bien à tout le monde de voir du rugby international à la télé. C'est vrai. Ça, c'est juste mon avis. Ça, c'est vrai que la Coupe d'automne des Nations, là, elle a eu cet effet-là quand même. On s'est régalé. On a vu des beaux matchs. Là où Vincent peut-être éventuellement peut ne pas vous rejoindre, c'est sur le fait de délocaliser, parce que le Stade de France a un accord avec la fédération. Il y a un nombre de matchs, on va dire, minimal à jouer chaque année pour les Bleus avec le Stade de France. Donc, a priori, ça sera difficile. Merci à l'auditeur Olivier M qui vient de nous le rappeler. Non, mais, Olivier Magne, oui. On allait effectivement le préciser. Alors, j'ignore, je crois que c'est 5 par saison, un truc comme ça. Oui, c'est ça, il me semble. Oui. Donc, effectivement, là, il y a une contrainte. Mais c'est vrai que la bulle, moi, je trouve que la bulle, alors, on ne pourrait pas faire ça à Marne-la-Vallée, à Disney, voilà, mais en tout cas, à la Paris La Défense Arena, pourquoi pas, c'est pas impossible. On a un terrain synthétique sur lequel on peut aligner plusieurs matchs. Il y a une capacité d'hôtellerie qui est très forte à la Défense. Il y aurait une seule petite interrogation, c'est sur les entraînements, mais même, je pense que 6 équipes peuvent peut-être le regard de Benjamin qui a disputé plusieurs tournois de destination. La bulle, on parle de la bulle NBA parce que les Américains, évidemment, ils font ça en grand, donc c'est le Truman Show, là. Il faut que tout le monde soit sous le même toit et qu'on n'en bouge pas. Mais une bulle sanitaire, il faut jouer dans un seul même stade qui puisse être checké tout le temps. Mais il me semble quand même que les équipes ont le droit d'avoir un bus et d'aller dans un hôtel qui leur est privatisé. Et tant qu'ils font ces mêmes trajets, on peut considérer que c'est une bulle, et on peut considérer que c'est une bulle sanitaire qui est relativement correcte.
Donc il s'est pas obligé que toutes les équipes ne bougent pas de la U Arena et ils dorment et ils mangent et ils restent pendant des semaines entières. C'est vrai que ce qui est décevant, c'est qu'au vu de la situation, on aurait aimé tout faire en sorte pour que le rugby ou en tout cas que le tournoi se joue dans des conditions relativement normales, d'accord. Mais là où je suis complètement d'accord avec Charlie, ce qu'il disait il y a quelques minutes, et avec notre auditeur évidemment, c'est que j'aurais adoré avoir une multitude ils avaient que ça à faire quand même de penser à avoir un plan B, un plan C, un plan D, pour qu'on ait au moins une possibilité de se dire voilà, en cas de problème, personne n'avait vu cette deuxième variante évidemment, mais il faut les grandes instances et les grands dirigeants, ils sont là toujours pour voir les scénarios un petit peu catastrophes et au moins être préparés. Et là, on a l'impression qu'on ne l'est pas. Peut-être que c'était, je sais pas moi, des discussions avec CVC pour décider d'un accord avec eux ou pas, qui leur ont pris beaucoup de temps. Peut-être. En tout cas, j'aurais adoré qu'on fasse preuve d'imagination, qu'on fasse preuve de sérieux, qu'on montre l'exemple plutôt que se faire taper sur les doigts pour le ministre pour ensuite devoir trouver une solution à la catastrophe. Oui, Vincent, vous restez avec nous si vous avez le temps et je vous fais réagir sur les propos de Benjamin. Bien sûr, vous restez bien avec nous, Sud Radio 0826 300 300. Vous nous appelez et nous sommes là. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300 pour parler de l'actualité rugby notamment qui concerne le 15 de France, le tournoi des 6 nations qui est en suspens cette édition 2021 à cause bien sûr de la crise sanitaire et de ce variant du Covid là qui secoue la Grande-Bretagne notamment. Avec nous notre consultant Sud Radio Benjamin Kaiser et Vincent du Gers, notre auditeur qui va réagir bien sûr aux propos de Benjamin, et parce qu'on aime bien aussi complexifier les choses un petit peu sur Sud Radio, on a un deuxième auditeur qui s'appelle Vincent, mais lui qui est de Perpignan. Bonsoir Vincent. Salut à tous. Merci d'être avec nous, président des Trabicaires. Traboucaires. Je crois. Vous m'avez écrit Trabi. Ah bon? Oui, donc moi je dis Trabi. Je m'excuse. Pardon Vincent Penavière. En tout cas, Vincent est avec nous et on le fera réagir juste après. Vincent de Lombès-Samatan est avec nous pour réagir aux propos de Benjamin. Oui, d'ailleurs, Benjamin, que j'avais rencontré après un match de l'équipe de France à Marseille, c'était France-Argentine. Il faisait très froid, des conditions très compliquées, un match un peu dégueulasse avec 0 essai. Tout à c'est mal. Mais heureusement, Benjamin, à la fin du match, avait pris le temps de pouvoir converser avec moi. Et d'ailleurs, j'avais une question pour Benjamin. Est-ce que le maillot vert de Clermont-Ferrand, c'est pas aussi un clin d'œil à Saint-Etienne, puisque les deux villes sont assez proches. Voilà, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Mais j'avais une question à poser à Benjamin de façon globale. Moi, c'est mon rêve depuis longtemps. C'est en fait de jouer le tournoi de destination l'été, de mi-juin à mi-juillet. Pourquoi parce que j'étais au Stade de France en 2010, donc l'année du dernier Grand Chelem de l'équipe de France. On a été champion d'Europe. Mais à la fin du match, tristesse infinie. Froid, pluie, tout le monde se précipitait vers le RER. Alors moi, je rêve d'un tournoi de destination mi-juin, mi-juillet à peu près. Donc de façon à ce que le championnat puisse finir fin mai comme les Coupes d'Europe. Bon, après, c'est un autre débat, mais ça serait top. Voilà. Et pas revoir aussi, rappelez-vous, la situation cocasse d'un France-Irlande qui se jouait à 21h 2017, et qui avait été reporté au moment où on devait déjà le terrain avec des espèces de gros sèche-cheveux. Donc on avait touché un peu le ridicule. On avait touché le fond de ce côté-là. Ouais. Benjamin, pour réagir, Benjamin Kaiser. La première réponse est pour le maillot vert. Je suis bien d'accord. J'espère en tout cas que derrière tout ça, il y a un petit clin d'œil au vert parce qu'il y a évidemment un amour profond et réel et sincère entre Saint-Etienne et Clermont. Il y a beaucoup de valeurs communes et beaucoup de respect entre les deux clubs, avec un petit clin d'œil à la demi-finale qu'on avait joué dans le chaudron de Geoffroy Guichard en 2015, il me semble, contre les Saracens. Ça avait été un énorme moment. Donc j'espère que c'est peut-être ça, mais en tout cas, plus sérieusement, pour revenir au tournoi de destination l'été, moi, j'adorerais qu'on puisse chambouler un petit peu ce calendrier mondial, ce calendrier européen, pour trouver des solutions qui puissent au moins tenter et révolutionner un peu notre sport. Je suis complètement d'accord que c'est tellement frustrant de se dire le rugby qu'on aime quasiment tous, même si c'était pas franchement ma tasse de thé, c'est un rugby de vitesse, de déplacement, de course, de vélocité. Le rugby dans la gadoue qui est compliqué sous des carafes d'eau, ça ne plaît à plus ou moins personne. C'est marrant un match, mais au bout d'un moment c'est quand même relativement tristoun. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est
Jouer en juillet quand il fait 37 degrés et au vu de ce qui se passe en Europe en ce moment, ça arrive quand même relativement souvent, c'est particulièrement compliqué pour les organismes. Donc j'aimerais couper un petit peu la poire en deux et se dire, est-ce qu'on pourrait pas décaler le rugby, en tout cas pour jouer un maximum, peut-être pas en juin et en juillet, mais en tout cas en avril, en mai et en juin. Et ça, je suis complètement d'accord. J'adorerais voir un changement, une tentative en tout cas de changement, pour qu'on se dise, le rugby a besoin de jouer, le rugby a besoin de spectacle, le rugby a besoin de pouvoir permettre aux gens de communier avant, après et le match, et que clairement l'hiver ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Maintenant, on est malheureusement le nœud du problème, c'est le calendrier. Il y a beaucoup trop de matchs. Tout le monde défend ses intérêts personnels avant de voir l'intérêt global du rugby et du spectateur, de l'amoureux du rugby en règle générale. Donc ça peut rester qu'un rêve pour le moment, mais j'espère qu'il pourrait devenir réalité. Oui, on va faire réagir bien sûr Vincent, notre auditeur gersois, mais également Vincent, notre auditeur catalan. Vincent, vous en pensez quoi, vous, ce tournoi de destination 2021 faut-il faire une bulle? Faut-il le décaler dans le temps? Ça serait quoi votre solution? En fait, j'aime beaucoup l'idée de le jouer l'été. C'est un peu ce que fait d'ailleurs, par exemple, le rugby à 13. On voit par exemple les Dragons catalans, nos voisins à Perpignan, qui jouent en fait tous leurs matchs quasiment tout l'été. Donc après, en été, Benjamin, tu disais, il fait 35-37 degrés. Je pense pas qu'à Londres il fasse 35-37 degrés, ou à moi je me trompe un peu, mais peut-être pas tout l'été. Donc c'est pas faux. C'est pas faux. Envisageable. Et franchement, j'aime bien l'idée. Je trouve ça plutôt intéressant parce que voilà, c'est vrai qu'on est tous adeptes d'un rugby de mouvement, voilà, et c'est vrai que jouer quand il pleut, c'est un peu, c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, j'avoue que j'aime bien l'idée, en tout cas, de pouvoir décaler, pourquoi pas même de pérenniser ce tournoi destination dans les périodes, voilà, fin juin, début juillet, dans ces semaines-là. Mais ça oblige, en tout cas, comme tu disais aussi, de remettre à plat le calendrier international, national également, pour que ce soit les plages de vacances pour les joueurs, mais aussi les plages de reprise, le début du championnat, etc. Voilà. Donc c'est sûr que ça implique beaucoup de choses de décaler le tournoi, mais je trouve l'idée vraiment bonne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette saison, moi en tout cas je suis partisan de maintenir un petit fait, en fait de faire des protocoles comme on fait en top 14 Pro D2, et on voit que ça marche bien parce que les joueurs ou les équipes qui peuvent avoir 2-3 cas sont rapidement détectés, sont mis de côté quand même. Je veux dire, on a eu quelques matchs qui étaient décalés en début de saison, mais là j'ai l'impression depuis 2 mois, on n'a pas beaucoup de matchs décalés ou reportés. Donc ça veut dire que nos protocoles sanitaires sont bons, voilà, je trouve qu'ils sont réactifs, et on arrive quand même à avoir des équipes qui jouent tous les week-ends. Donc voilà, moi je pense que faut vraiment, c'est surtout sur les protocoles sanitaires là, qu'il faudrait être vraiment exigeant. Il y a eu 9 matchs décalés en top 14, est-ce ce qu'on rattrape jusque-là et en ce moment, on va se retrouver dans un instant. Si Vincent et Vincent, vous pouvez nous attendre. Benjamin, lui, il est cloué à son siège, et vous, bien sûr, les auditeurs, vous pouvez vous précipiter sur votre téléphone 0826 300 300. Avec vous, les auditeurs Sud Radio, 0826 300 300 pour participer à nos débats sur l'actualité du jour, et notamment le 15 de France et le tournoi des 6 nations. Vincent du Gers est avec nous, le Lombès-Sabatan, où on nous écoute sur 102 FM, et puis Vincent qui est à Perpignan aussi, 103.2 pour nous écouter Sud Radio, bien sûr. Benjamin Kaiser, lui, il est en Grande-Bretagne, donc il nous écoute sur son appli, bien sûr, comme tout ce qui nous écoute aussi sur YouTube, bien sûr. Voilà, Benjamin est avec nous. On va juste clôturer ce débat quand même sur ce tournoi destination avant d'enchaîner sur la liste des 37. Vincent de Lombès-Sabatan, la solution, donc, c'est peut-être l'été, c'est la bulle. En tout cas, on sent que la période est une opportunité pour essayer de faire bouger les choses quand même. Oui, clairement. Alors juste avant, pour répondre à Benjamin, si moi j'avais un match de me rappeler de Clermont à Geoffroy Guichard, je penserais à la demi-finale d'anthologie contre Toulon en 2010, qui s'est finie de mémoire après prolongation. Ah oui. Et 2010 pour Clermont, c'est l'année magique. C'est le premier Brennus rapporté, place de Jaude. Sinon, pour revenir au tournoi, pour moi c'est un rêve de voir le tournoi l'été, avec des matchs programmés en soirée à 21h, en prime time. Comme ça, il y aura en effet plus de fraîcheur en soirée. Le rugby est un spectacle et ça serait une magnifique vitrine pour ce sport. Normalement, on devrait avoir une meilleure qualité de jeu. Ça serait aussi une meilleure expérience pour les spectateurs.
En effet, l'inconvénient, c'est qu'il faut s'harmoniser avec les différents championnats domestiques, Coupe d'Europe. Après, je pense aussi aux Britanniques avec les Lions. Mais en effet, il faut en profiter pour, je pense, tout repenser par rapport au tournoi et tout révolutionner. Oui, et c'est peut-être, vous êtes peut-être aussi dans l'actualité parce que ce matin, la fédération a validé l'accord avec le fonds de pension CVC. Avec le fonds d'investissement CVC, effectivement, c'est le comité directeur de la Fédération française de rugby qui a validé donc cet investissement de 14,3% des parts de Newsco, qui est la filiale de Rugby Six Nations Limited, la branche commerciale des 6 nations, chargée de vendre les droits de diffusion du tournoi et des tournées d'automne, qui va donc avoir son mot à dire aussi sur des sujets très importants pour le rugby européen. On rappelle que CVC est déjà actionnaire du Pro 14, est en train d'étendre, on va dire, un peu sa toile dans le rugby européen, alors que dans l'hémisphère sud, et de la première chip, bien sûr, effectivement, pardon. Et dans l'hémisphère sud, c'est un investisseur qui a sévi cette semaine, puisqu'il a racheté les Sharks de Durban à 51%, devient actionnaire majoritaire, et 15% des All Blacks. C'est un fonds d'investissement américain qui s'appelle Silver Lake. Oui, on sent, Benjamin Kaiser, qu'il y a effectivement un mouvement de fond qui est en train de se passer, on va dire, à la faveur de la période, de la crise sanitaire. Les fédérations ont besoin de revenus, mais il y a aussi un besoin un peu, on va dire, de moderniser notamment le calendrier. Alors, déjà pour revenir sur l'intérêt des fonds d'investissement dans le rugby, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? La mauvaise chose, c'est que les fonds d'investissement, ils sont là pour pour gagner de l'argent, tout simplement. Ils sont là pour faire fructifier des sous dont on leur donne la possibilité. Et pour faire ça, eux, ils investissent dans des boîtes, mais ils investissent pas dans des boîtes qui cartonnent. Ils investissent dans des projets dont ils pensent qu'ils peuvent augmenter le rendement. Donc très clairement, s'ils s'intéressent au rugby, il y a un bon côté et un mauvais côté. C'est pas là pour faire du sentiment, quoi. On est d'accord. Exactement. Et ils pensent que le rugby a un potentiel absolument sous-exploité. On est tous d'accord. Un potentiel mondial, un potentiel économique et un potentiel juste de vraiment de croître en tant que sport. On en est absolument tous convaincus. Le seul problème, c'est que c'est un peu des requins, quoi. Ils flairent le goût de l'odeur du sang. Donc évidemment qu'ils ont bien compris que le rugby était en détresse. Ils ont compris que le rugby est à la merci, avait besoin d'investissements majeurs, et elle a évidemment écouté d'une oreille attentive quand on propose de donner 340 millions ou d'injecter 340 millions sur quelques années dans un tournoi. Évidemment qu'on écoute. Et les dirigeants de destination seraient complètement fous de ne pas écouter. Donc il y a un bon et un mauvais côté. Et encore une fois, dans les faits, il y aura un bon et un mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'on va prendre des professionnels absolus qui potentiellement ne connaissent pas grand-chose au rugby en soi, mais par contre savent ce que c'est que de transformer des marchés en règle générale, savent ce que c'est de transformer des boîtes qui sont en train de survivre pour les transformer dans des boîtes qui tournent très 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 bien. Donc au moins, on parlait de professionnalisation il y a quelques secondes, eux ils auront des idées, eux ils auront du dynamisme, eux ils auront du sérieux, mais à quel prix ? C'est la seule question de tout ça, c'est à quel prix. Si on est tous attachés à notre rugby, pour que ce soit un rugby qui ne soit pas forcément le plus riche du monde, mais en tout cas le plus riche de valeur, plutôt que le plus riche économiquement, évidemment qu'il y aura des concessions à faire. Mais on est aussi demandeur, comme vient de le dire avec Vincent, notre auditeur, c'était l'idée de se dire, on veut que le rugby soit transformé, on veut profiter de la période pour voir d'autres choses, pour voir une autre compétition. Oui. Ouais, le fait qu'ils aient pris des participations un peu partout, le tournoi destination, donc aujourd'hui, c'est validé par la FFR, le Pro 14 également dans des franchises du Super Rugby, plus la première chip, ça prouve quand même qu'il y a une volonté de mettre des actions un peu partout pour justement essayer de rénover sans doute ce qui fait le cœur quand même du sport, c'est le calendrier. Exactement. Après, il faut juste remettre ça dans son contexte. Il y a un nouveau fonds qui est créé par CVC qui pèse, je crois que c'est 7 milliards d'euros. Donc, c'est quelque chose d'absolument énorme. Le plus gros fonds qu'ils aient jamais réussi à lever. Et donc, dans tout ça, le rugby sera, évidemment, il faut parler comme ça, sera un petit investissement. Et le résultat global du fonds décidera s'ils sont contents ou pas. Donc le rugby reste un investissement relativement petit pour un fonds de la taille de CVC, et que leur intérêt, c'est de pouvoir pas mutualiser, mais en tout cas cumuler suffisamment d'importance dans des marchés un petit peu, dans des entités spécifiques, pour avoir un vrai pouvoir d'influence. Donc ils ont commencé par la première chip, le Pro 14, les 6 nations.
Là, je suis absolument pas au courant, mais j'imagine qu'ils ont dû au moins envisager, réfléchir, discuter, peut-être tenter d'approcher le top 14, je sais pas. Mais quand on veut s'intéresser au rugby international et au rugby européen, évidemment que ça en fait partie. Mais le but étant de pouvoir maximiser les droits commerciaux. Les droits commerciaux, c'est les droits télé et les sponsors. Les sponsors, et c'est toujours plus costaud quand on pourra se présenter en disant tu n'investis pas que dans le Pro 14, tu investis dans les 6 nations, la Guinness Premiership et le Pro 14. Dans ces cas-là, c'est un autre deal. Et de la même manière pour les droits télé. Oui, vous avez quand même souligné le sponsor de la Premiership, c'est pas innocent de votre part. Hein. Vincent de Perpignan, hein, où on vous écoute sur 103.2. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette arrivée là de CVC validée ce matin par la FFR? Vous voyez ça d'un bon œil? Moi, ce que je vois d'un bon œil, c'est tout ce qui peut amener de la modernité au rugby. Donc, si ce que dit Benjamin, après, par rapport on veut dire, à un investissement comme celui-ci, ça permet d'amener, une nouvelle voie, une nouvelle façon de promouvoir le rugby. Alors, évidemment, ils sont pas là pour faire des cadeaux, les mecs, mais s'ils sont là aussi pour promouvoir le rugby, au niveau encore plus au niveau international, dans des pays qui sont en train de se développer. Moi, je pense par exemple à l'Espagne, qui est un pays avec beaucoup de licenciés, qui est vraiment en train de vraiment augmenter au niveau rugby. Si ça permet par exemple de développer l'image du rugby, par exemple dans des pays comme celui-ci ou je sais pas moi, des pays comme aux États-Unis qui a un nombre de licenciés qui est également en train de vraiment augmenter. Moi je dis banco, c'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui, il faut sortir des 10-15 pays qui font le rugby, et si on peut l'amener sur 20, 30, 40 pays de rugby, moi j'en suis absolument partant. Après il faut voir ce qu'ils veulent faire de ce tournoi destination et s'ils veulent le faire du rugby. Bon, moi si ça peut amener de la modernité dans le rugby, je suis toujours partant, et une nouvelle vision en tout cas, peut-être d'organiser les championnats, d'organiser les retransmissions, etc. Voilà. Vincent de Lombès-Samatan, vous le voyez comment, vous le percevez comment, cette entrée d'un fonds d'investissement dans le rugby destination? Oui, en effet, ça peut être l'occasion de repenser le tournoi destination. C'est un levier pour se réformer. Clairement, on l'a compris, c'est pas des philanthropes, donc ils vont chercher à tout prix à maximiser les profits, et donc sûrement en effet qu'ils vont vouloir peut-être imposer leur point de vue aux différentes fédérations, pour attirer un maximum de spectateurs. Sachant que, comme vous l'avez dit, actuellement le rugby malheureusement s'est cantonné sur quelques pays, et ça serait intéressant en effet de faire la promotion dans notre pays qui actuellement peut avoir des potentiels intéressants. Mais Vincent, on va vous remercier d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio, d'avoir pris part à ce débat, et puis bien sûr on vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes toujours les bienvenus au 0826 300 300. Merci à vous. Merci messieurs. On va enchaîner bien sûr sur l'un des points forts de la semaine, Alexandre, c'est la liste des 37. C'était en début de semaine. On rappelle le principe de cette liste, c'est celle qui va permettre à Fabien Galtier et son staff de travailler pour le tournoi destination. C'est le groupe sur lequel ils vont s'appuyer. Ouais, sur l'ouverture notamment de ce tournoi destination. 37 joueurs plus 5 qui vont être des partenaires d'entraînement, notamment Colli de Mont-de-Marsan, Poupon de Colomiers, Alexandre Fischer de Clermont. Voilà, quelques noms qui sont déjà sortis. Un groupe des 37 avec quelques surprises, quelques joueurs. On peut notamment signifier la... 3 bleus. Oui, 3 bleus, effectivement. On a Julien Delbouis qui va découvrir, Donovan Taofi, Fenoua, et Swan Rebatch qui n'a jamais été sélectionné encore pour le moment, et qui a été appelé mais qui n'a pas de sélection. Et Georges-Henri Colombe également. Si. Et Georges-Henri Colombe qui avait été appelé mais qui n'a pas de sélection. Swan Rebatch, il a une sélection, je suis pas sûr. Il a une sélection, Swan Rebatch. Moi je croyais qu'il avait une sélection. Ok, je me suis... C'est pour l'Italie, il me semble. C'est pour vous montrer qu'on suit. Avec nous pour en parler sur Sud Radio, Philippe de Grenoble. Bonsoir Philippe. Bonsoir François, bonsoir à toutes. Votre réaction sur cette liste des 37, est-ce qu'il y a des noms qui manquent selon vous lorsque vous égrenez les noms de cette liste? Des noms qui manquent, oui, mais je dirais que c'est la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que cette liste, pour moi, elle démontre la richesse du rugby français aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire, on a quelques joueurs qui ont 0 sélection qui arrivent dans cette liste. Et puis, quand on regarde le nombre de sélections, on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de joueurs qui ont peu de sélections, 4, 5, 6 sélections. Quelques papas qui sont là, comme Bernard Leroux, Grégory Aldrit ou Brice Dulin. Et du coup, le fait qu'il manque des joueurs, parce qu'effectivement il en manque,
c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que dans la préparation de la Coupe du Monde, parce que je crois que c'est le but de Fabien Galtier dès maintenant de préparer la Coupe du Monde, il y a du potentiel, il y a des joueurs et on est riche en France. On est riche, c'est vrai, mais il y a quand même des jeunes là qui vont démarrer, qu'on connaissait peut-être même pas au début de la saison. Donovan Taofifenua, certes, il a marqué 6 essais en 9 matchs de top 14, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt quand même, Philippe, là ? Trop tôt, on le verra si ces joueurs-là jouent et puis démontrent qu'ils n'ont pas le niveau international. Parce qu'effectivement, passer du top 14 à l'équipe de France, il y a une marche et qui est grande. Mais en même temps, sélectionner ces joueurs, c'est les sélectionner aussi sur la forme du moment. Voilà, Donovan Taofifenua, effectivement, il marque des essais, il est bon. Et il prouve qu'il peut postuler à l'équipe de France et puis il est dans la liste, comme d'autres. Ouais, Benjamin Kaiser, notre consultant Sud Radio, vous qui avez fait partie de ces listes il y a encore peu de temps, voilà, c'est toujours d'abord un grand moment pour les élus, les appelés, mais oui, il y a des noms quand même qui arrivent et qui ont un vécu assez faible en top 14. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt ? Bon, alors, il y a évidemment que c'est une grande fierté pour tous et bravo à tous les sélectionnés. Pour typiquement le cas Donovan Taofifenua, la révélation du top 14 cette année, il a été extraordinaire avec son club du Racing, il enchaîne les super performances. J'ai un souvenir quand ils ont gagné au Racing, quand le Racing a gagné à Clermont il y a quelques semaines, il avait été très très bon dans un 1 contre 1 avec en face d'Alvire et Tiraka. Il avait franchement marqué beaucoup de points, donc évidemment qu'il mérite d'être sélectionné. Maintenant, c'est toujours la même chose. On parle d'un groupe de 37. Et comme on vient de le souligner très justement, il n'est pas titulaire contre l'Angleterre en Angleterre pour l'instant. Il est dans un groupe de 37. On le récompense pour qu'il intègre un groupe, sans doute pour qu'il emmagasine ce que ça veut dire de s'entraîner avec le 15 de France, qu'il touche du doigt ce que c'est que de se faire souffler dans les bronches par Sean Edwards, qu'il puisse réfléchir un petit peu et voir ce que c'est que le niveau international, et pour le récompenser en lui disant on compte sur toi, on pense à toi. Dans son poste, il y a aussi le retour de Damien Penaud. Et Damien Penaud, quand il est en forme, c'est un espèce de phénomène qui manque au top 14 et au 15 de France. Surtout il a marqué un essai aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez, dans la hiérarchie logique, on va attendre de voir est-ce qu'il est titulaire ou pas. Maintenant, moi, ça me semble complètement être un super message que l'on donne au top 14 en disant, comme ils l'ont fait plein de fois, nous regardons tout le monde. Eh oui, c'est vrai. On a un groupe, une ossature qui évidemment sur laquelle on compte beaucoup. Je pense qu'à Ntamak, le fait qu'il soit pas là, c'est uniquement sur blessure. Et il faut évidemment que le jour où il sera de retour, on va vite s'empresser de le sélectionner parce qu'il a marqué des points. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais nous, on regarde tout le monde, on juge tout le monde. Et tout dans le prisme de 2023 aussi. Exactement. Exactement, et je pense que en termes de communication, c'est un message hyper important pour tous les joueurs, à la fois pour de la confiance en ceux qui sont là, même si ceux de la Auto Nations Cup, vu qu'on avait dû changer le groupe, avaient marqué beaucoup de points, ils auraient pu être plus nombreux à avoir marqué suffisamment de points pour conserver leur place dans le groupe. Mais finalement, comme on dit quand même aux joueurs qui jouent tous les week-ends, on vous regarde tous, on vous considère tous, et les meilleurs seront récompensés. Bon, les meilleurs sont là, mon cher Philippe. Selon vous, là, c'est un bon choix qu'a fait Fabien Galtier. Et on rappelle qu'il a aussi reconduit 3 héros entre guillemets de Twickenham. On se rappelle de ce match, cette finale de la Coupe d'automne des Nations à Twickenham avec une équipe vraiment jeune. Et il y a donc Pesanti, Villiers et Gelon qui ont été également rappelés là pour ces 37. C'est vrai que on a l'impression que là, on a un vivier inépuisable maintenant. C'est exactement ce que Benjamin vient de dire et voilà, vous avez un bon consultant, c'est pour ça que je crois qu'il est sur Sud Radio, Benjamin. Donc du coup la sélection pour moi elle est vous venez de le dire très justement, il y a pas mal de jeunes, on compte sur eux et en même temps ils sont encadrés par des anciens. Parce que si on regarde bien toute ligne par ligne, on a à chaque fois des joueurs qui sont confirmés justement au niveau international, qui sont présents avec ces jeunes-là. Donc le message que l'a dit Benjamin, c'est très juste. Mais il ne faut pas oublier aussi, et vous l'avez rappelé très justement aussi, que ceux qui ont joué contre les Anglais au mois de novembre, c'était aussi leur première sélection. Kylian Gérassi, voilà, Baptiste Pesanti, vous les avez notés. Et finalement, sur ces matchs, les Anglais pensaient avoir
voir une équipe de coiffeurs et finalement ces coiffeurs ils ont failli avoir leur scalp. Bah oui, ça c'est vrai que c'est passé près et ça reste un des grands moments de 2020 pour le rugby international. Merci Philippe d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. C'est toujours un plaisir quand les auditeurs viennent se mêler au débat avec nos bons consultants, comme vous le soulignez. Et on vous remercie et bien sûr on croise les doigts pour que le tournoi destination débute bien et aille à son terme en 2021. Merci Philippe, à bientôt sur l'antenne. Merci à vous, à bientôt. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. On va parler des amateurs. Y aura-t-il une saison amateur? Va-t-elle se terminer? C'est la question qu'on peut se poser. Bien sûr, vous nous appelez 0826 300 300. Dans 10 minutes, la Pro D2 16e journée et qui va se conclure par 2 matchs que l'on va suivre en duplex. C'est Montauban, Oyonnax et Mont-de-Marsan, Perpignan en intégralité, bien sûr, sur Sud Radio. Avec nous, Benjamin Kaiser, notre consultant, et puis vous, les auditeurs, vous nous appelez au 0826 300 300. Nous sommes là notamment pour aborder cette fin de saison amateur, parce que plus le temps passe, plus les confinements s'ajoutent, ou en tout cas les couvre-feux et les décisions qui se prennent semblent nous éloigner d'une fin de saison classique. Avec nous pour en parler, Julien, le président des Fils de Besagne. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et vous êtes impliqué au RCT, notamment au niveau des Crabos, je crois. C'est ça, exactement. Je suis dirigeant sur la catégorie. Donc vous êtes bien placé pour nous en parler. William est avec nous également et vous vous occupez de l'équipe de Châteauroux. Bonsoir William. Exactement, bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous. Benjamin est avec nous également. Cette fin de saison amateur, elle va être en suspens, parce que c'est vrai que plus les semaines passent, moins on pourra aller au bout du calendrier tel qu'il avait été pensé. Alors il y a plein de projets de fin de saison. Est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez, Julien, que ça va se terminer et qu'une solution viable pourra être, on va dire, tenable pour clôturer correctement la saison? Il faut qu'une solution soit trouvée, quoi qu'il arrive. Alors après, est-ce que ça sera joué que la phase retour? Est-ce que ça sera, pour ce qui est des catégories jeunes, faire des tournois? Je ne sais pas, mais il faudra que le rugby reprenne dès qu'il pourra, et surtout qu'il y ait de la compétition. William, vous, vu de côté de Châteauroux, comment vous voyez cette fin de saison côté amateur? Alors si amener la saison au bout, si lorsqu'on utilise l'expression amener la saison au bout, c'est finir les 22 matchs, faire des phases finales, avoir un champion dans chaque division, ça paraît évidemment plutôt complexe. Par contre, si on parle de terminer la saison en réalisant des matchs, pourquoi pas sans classement? Pourquoi pas simplement reprendre le calendrier où il en est et puis avancer dans les matchs simplement pour faire jouer les équipes, simplement pour maintenir les joueurs au niveau, et puis et déjà dans l'anticipation, ce qu'on reprochait un petit peu plus tôt aux instances fédérales sur l'organisation du tournoi par exemple, peut-être d'être plus performant là-dessus et de se dire, tant pis, on n'ira pas au bout de ces 22 matchs, on n'aura pas une quinzaine de matchs par division, par poule, qui permettent d'avoir une péréquation un peu pertinente et intelligente. Pourquoi pas simplement jouer au rugby dès qu'on aura la possibilité, et se dire tant pis pour le classement, et puis l'idée d'amener la saison au bout, ça fait simplement de remettre les joueurs amateurs sur le terrain et par la même occasion de préparer dès maintenant, ou dès la reprise, qu'elle soit au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de mai, la saison prochaine. Oui, ça veut dire en gros faire une saison blanche avec des matchs un petit peu amicaux. Enfin, si je vous suis, William. Exactement, oui, exactement. Le but aujourd'hui, on sait qu'on maîtrise quasiment rien dans ce qui est en train de se passer, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan sportif. Et c'est sûrement pas la Fédération française de rugby qui sera aujourd'hui capable de mettre en place des solutions sanitaires. C'est pas leur boulot sur le coup. L'idée qui moi me paraîtrait intéressante, c'est de se dire comment faire pour qu'on remette nos joueurs sur le terrain avant même de penser à finir un championnat. La saison dernière, il y a eu des péréquations, des systèmes de calcul qui ont été mis en place. On avait joué 16-17 matchs selon les poules, selon les régions, sur 22 prévus. Là, aujourd'hui, on en est à 5. On sait très bien qu'on ne jouera pas 17. Oui. On va partir dans des comptes qui auront du sens ou pas de sens en se disant, est-ce que la péréquation est pertinente à partir de 11 matchs, de 12 matchs, de 15, de 17? Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir me réentraîner et revoir mes joueurs sur un terrain. Si nous, on a ambitionné de la montée. Si on me dit cette année, il n'y aura pas de montée, par contre, tes joueurs vont faire des matchs. Par contre, à l'intersaison, on sera performant au niveau des instances. On sera capable de débloquer les licences 3 semaines plus tôt que d'habitude. La saison 2021-2022, si le côté sanitaire est sécurisé, vous pourrez jouer un petit peu plus tôt.
ah ben là on foncera comme un seul homme et on ira dans cette direction parce que l'objectif il est simplement de jouer. On n'aura pas les matchs plus la compétition, ça paraît aujourd'hui tellement ubuesque. Ouais, Julien, dirigeant du RCT, notamment pour les Crabos, vous partagez le point de vue de William ? Oui, je partage complètement son point de vue. Alors, c'est vrai que nous, sur les Crabos, il y a une spécificité, c'est-à-dire qu'on prépare des gamins à jouer au plus haut niveau, qui, sur 2 ans, en comptant l'année dernière, auront fait même pas une saison. Et l'âge étant, ils vont passer en espoir l'année prochaine. Et l'objectif, c'est de former des jeunes joueurs qui pourront jouer au plus haut niveau demain. La vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, l'âge passe, les matchs ne se font pas, la compétition ne se déroule pas, et donc il y a des acquis qui ne sont pas là. Et donc ces gamins qui seront l'année prochaine espoirs, ça risque de tirer forcément le niveau des espoirs, pas qu'à Toulon, par le bas. Et c'est ça aussi la problématique. Effectivement, Benjamin Kaiser, votre regard sur ce rugby amateur quand même qui est juste, on va dire, le pilier de notre rugby. Et c'est vrai que là, on va peut-être avoir 2 saisons blanches, finalement, 2 saisons consécutives. La tristesse, c'est qu'on entend un cri du cœur, on entend des amoureux du rugby qui simplement disent oui, c'est bien la compétition, c'est bien d'avoir un champion, mais ce qu'on veut, nous, c'est simplement jouer. Ils veulent juste se régaler, avoir des jeunes et se régaler sur un terrain de rugby. Et en plus de ça, ils ont une mission qui est la formation, d'amener des joueurs au plus haut niveau. Et donc, ils sentent une espèce de responsabilité qu'ils ont, qui est la leur, c'est d'amener des joueurs et leur donner le maximum de chances pour que potentiellement, ils puissent atteindre les sommets. Donc, c'est pour ça que c'est particulièrement difficile et touchant d'entendre ça, parce que c'est simplement le cœur qui parle. Après, la réalité, elle est que j'ai toujours trouvé que, et dans le niveau amateur senior et dans les équipes jeunes, j'arrivais pas à comprendre, on en parlait il y a quelques minutes, on parlait de jouer un tournoi de destination pendant l'été, pourquoi est-ce que les compétitions jeunes et seniors amateurs s'arrêtaient si tôt dans l'année, avec des phases finales très longues parce qu'on adore ça, d'accord, mais finalement ça s'arrêtait relativement tôt. Et donc là, on vient de souligner la possibilité. Pourquoi ne pas rattaquer le plus tôt possible, bon, quand on aura le droit évidemment, par une compétition ou pas, simplement le plaisir de jouer, que les jeunes puissent se régaler, etc. Et continuer après une coupure relativement courte et continuer pendant l'été, donner la possibilité à des jeunes de prolonger leur apprentissage et leur plaisir. Messieurs, pendant l'été, pendant qu'il fait beau. Je vous propose de rester avec nous. Voilà, on déborde un petit peu, mais c'est intéressant aussi. Et puis c'est surtout le cœur du rugby qu'on aime sur Sud Radio, le vrai rugby. Et on en parle juste après ça sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, il est 19h. Sud Radio. Parlons vrai. On parle vrai, on parle sport dans quelques secondes. 2 matchs de Pro D2, Mont-de-Marsan-Perpignan, Montauban-Oyonnax qu'on va vivre en intégralité, bien sûr, et en duplex sur Sud Radio. Vous restez bien avec nous. Tout de suite, le point sur l'actualité. Joséphine Fontenot, bonsoir. Bonsoir à tous. L'ensemble des Français est prié de rester chez eux. Le couvre-feu avancé à 18h s'applique à présent sur tout l'Hexagone. Jusqu'à présent, seule une vingtaine de départements étaient concernés par la mesure, mais depuis ce samedi, l'exception devient la norme. Interdiction de sortir entre 18h et 6h du matin, sauf dérogation. Exemple, si vous rentrez du travail ou si vous allez chercher vos enfants à l'école. La campagne de vaccination, elle, se poursuit, mais des retards sur la livraison du vaccin Pfizer-BioNTech sont à prévoir en Europe. C'est ce qu'a indiqué le laboratoire en raison de travaux dans l'une de ses usines de production. Concrètement, les pays de l'Union européenne devront attendre 1 semaine avant d'être de nouveau livrés en doses. Sur le front de l'épidémie toujours, le variant sud-africain du Covid-19 détecté à Mayotte. Un cas a été découvert. Conséquence, dès demain, les liaisons maritimes et aériennes internationales sont suspendues, et ce pour au moins 2 semaines. Les déplacements entre Mayotte, la métropole et la Réunion sont autorisés, mais uniquement pour motif impérieux. Dans l'actualité également, ces manifestations contre la loi sécurité globale. Plusieurs rassemblements se sont tenus dans différentes villes de France, à Paris, Lille ou encore Nantes. La proposition de loi déjà votée à l'Assemblée nationale doit être examinée en mars au Sénat. Un accord trouvé sur une charte des principes de l'islam en France. Les dirigeants du Conseil français du culte musulman ont annoncé être parvenus à une entente sur un accord, lequel réaffirme notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que la compatibilité de la foi musulmane avec la République.
À la page des sports du handball à suivre, deuxième match du mondial pour les Bleus. La France affronte en ce moment même l'Autriche. Rappelons que l'équipe de France a surpris tout le monde en s'imposant face à la Norvège jeudi soir. Une performance à confirmer. Et puis 23 départements sous vigilance orange pour neige et verglas, des Hauts-de-France au Puy-de-Dôme en passant par la Côte d'Or. Prudence sur les routes. Il est d'ailleurs conseillé de reporter si possible vos déplacements. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous à notre écoute. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport et Rugby, François Trio. Avec Benjamin Kaiser, avec toute l'équipe Sud Radio et vous les auditeurs, 0826 300 300. Le multiplex Pro D2 Mont-de-Marsan, Perpignan et Montauban, Oyonnax. C'est bien parti, hein. C'est lancé, Alexandre, à Mont-de-Marsan. Et c'est lancé effectivement du côté de Mont-de-Marsan avec un essai à l'instant de Wame Naitouvi. Superbe essai pour les Montois qui mènent 5-0 face à Perpignan. Et oui, Perpignan qui est déjà mené dans ce début de match. 4e minute de jeu. On attend la transformation du côté du stade Montois. Et on rappelle donc cet essai, le premier de ce duplex, marqué par Naitouvi. Ouais, et toujours 0-0 à Montauban, Oyonnax. On était dans un petit débat sur le rugby amateur. Voilà, quelle fin de saison qui est en point d'interrogation pour les amateurs. Deux de nos auditeurs sont là. Ils sont impliqués dans le rugby amateur. C'est Julien qui est dirigeant notamment au RCT pour les Crabos. Voilà, l'antichambre des espoirs. Et puis William qui est entraîneur à Châteauroux. Messieurs, quelle solution selon vous, voilà, pour essayer d'essayer de s'en sortir au mieux, voilà, pour surtout, j'imagine aussi, pas perdre le fil avec les jeunes et avec l'envie de voir aussi des nouveaux licenciés dans les clubs à Châteauroux ou à Toulon, hein, j'imagine. L'idée à Châteauroux, comme elle est bien évidemment, j'imagine dans beaucoup de clubs, c'est bien sûr de garder le lien avec les joueurs, alors pas de communiquer à outrance et surtout de ne pas s'avancer sur des quelconques décisions qui pourraient être prises par les instances fédérales, parce que les joueurs sont bien évidemment demandeurs là-dessus, savoir quand est-ce qu'ils vont remettre le maillot et jouer. L'idée, c'est juste, on essaie aujourd'hui, le staff, d'assumer la position qui est la nôtre aujourd'hui, c'est d'être le leader, de la force de proposition, notamment sur les systèmes d'accompagnement du joueur. Moi, je suis pas un grand fan, si vous voulez, des programmes physiques distribués à distance et qu'on suit en visio de temps en temps. Et honnêtement, voir un joueur faire des burpees dans son salon ou des pompes, c'est pas aujourd'hui ça qui va nous permettre de conserver une vraie dynamique auprès du club. Donc nous, tant qu'on a eu la possibilité, on a fait comme beaucoup de clubs, on a maintenu les séances. On avait des effectifs présents moins importants. Bien évidemment, mais on a essayé d'en tirer le positif, voilà, de ne pas subir et de continuer à avancer, d'avoir un rapport privilégié avec les joueurs. Étant moins nombreux, on a pu avancer plus en profondeur sur le suivi individuel, sur certaines choses, et voilà, d'essayer d'en ressortir le positif. Nous, on travaille beaucoup à distance. Moi, j'ai mis en place un programme d'analyse vidéo un petit peu différent de ce qu'on faisait d'habitude, pour essayer de forcer les joueurs à rester concernés, à réfléchir, à continuer à vivre rugby malgré la distance qui va exister maintenant entre eux et le terrain. Le rugby à Châteauroux, c'est Fédéral 2, on est d'accord, William? Fédéral 3. On est actuellement en Fédéral 3. On est en train c'est une ville qui n'a pas forcément une culture rugby, donc on essaie d'avoir un mix entre les joueurs formés au club et des joueurs qui viennent du niveau supérieur. Oui, comme January, je crois que vous avez January. Bien sûr. Champion du monde, quand même. Ouais, on a Ricky January de une mêlée, on a Sissa Koyamba Bolé numéro 8. Donc c'est deux recrutements qui sont intéressants, ça permet de montrer aussi. Vous échauffez fort les épaules à l'entraînement quand même, du coup, j'imagine. Parce que... Là c'est le mot c'est indécent. Physiquement, c'est ça, c'est indécent ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Mais c'est tellement intéressant parce que, je vous dis, on n'est pas sur une région rugby, donc les jeunes du club ont besoin de gens auxquels se rattacher. Alors bien évidemment, en tant qu'entraîneur, on est là aussi pour donner les moyens de réussir et puis cette envie de devenir compétiteur. Mais d'avoir un, voire deux joueurs comme ça dans un effectif, c'est important pour mettre tout le monde en confiance et amener ce côté exigeant qu'on a également besoin à ce niveau. Ils peuvent se rattacher à Paul Gédrasiac, formé à Châteauroux, il me semble. Oui, Paul et ici, on a les parents qui sont bien évidemment régulièrement au club. Mais oui, voilà, Paul est une des fiertés du rugby Cacerouza.
Bon, merci en tout cas William d'avoir été avec nous. Un dernier mot avec Julien, président des Fils de Besagne et aussi dirigeant des Crabos du RCT. Justement, ce lien-là pour essayer de faire vivre un peu quand même ce rugby amateur, c'est pas forcément évident parce que j'imagine aussi que les jeunes, ils peuvent aussi s'intéresser aux jeux vidéo, à autre chose en ce moment. C'est ça. Alors, la chance qu'on a pour les mineurs, c'est qu'ils ont le droit de refaire du rugby depuis le 15 décembre. On parle bien d'entraînement, pas de compétition, et en respectant le protocole de la fédération au stade 3, c'est-à-dire du rugby sans contact. Donc, on va dire que voilà, ils continuent à se voir et ils sont d'ailleurs toujours autant mobilisés. Par contre, voilà, s'entraîner sans la perspective du match le week-end, c'est compliqué. Après, bien évidemment, l'autre crainte, c'est qu'aujourd'hui, que des enfants de 16-17 ans s'habituent à rester à la maison par la force des choses, à jouer à la console, à jouer, à faire des activités individuelles. Et est-ce que les licenciés seront au rendez-vous à la prochaine rentrée ? C'est le risque, en tout cas. Et plus la situation va durer dans le temps, plus ce risque va augmenter. Ouais, et plus ce lien peut se distendre, et j'imagine que dans les clubs, il y a tout un travail à faire pour essayer de l'entretenir, et puis pour donner et maintenir cette envie pour les jeunes de ne pas se détourner de leur sport de cœur qui est le rugby. Merci Julien d'avoir été avec nous. Pas de match pour le RCT ce week-end, les grands. Eux, ils sont... si, au Racing de dimanche. Ah oui, demain, pardon. Mais je m'y perds, moi, ce calendrier. J'ai le droit, non ? Et Patrice Colazo qui a dit cette équipe du Racing ne m'impressionne pas. Ah. Ça promet. Ça va être beau. Vous partagez, Julien ? Moi, il m'impressionne un peu le Racing. Ah ouais, quand même. Hein. Bon. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On tenait à parler aussi de ce rugby amateur. Et William qui a eu l'honneur d'affronter Benjamin Kaiser en rugby, quand même. Hein. Ah oui. Exactement, oui, Benjamin, j'ai eu la chance de vous jouer lorsque vous étiez au Stade Français en espoir. J'étais à Brive à cette époque, et donc j'ai eu la chance de vous jouer, et j'ai également eu la chance de faire un après-match avec vous, France-Irlande, moins de 21 ans, ça remonte il y a quelques années. Vous étiez venu jouer à Limoges. À Limoges, ouais, je m'en souviens. Et il y avait une soirée, si vous vous souvenez de la soirée, moi aussi, donc c'est que finalement on avait été sage apparemment, si on s'en souvient. Mais il y avait une soirée plutôt sympa avec l'ensemble des joueurs, et c'est un très très bon souvenir. Et permettez-moi juste quelques secondes, je voudrais saluer une personne qui s'appelle Cassandre, qui a 13 ans, qui est une enfant qui est polyhandicapée sur la ville de Châteauroux et que j'accompagne. Et voilà, je voulais faire plein de gros bisous. Eh bien voilà, le message est passé. Merci en tout cas William et Julien d'avoir été avec nous en direct. Tiens, il se passe des